il y a l'élite dirigeante, dans le fond, qui est représentée par tous les dirigeantes des pays du monde entier, main dans la main des corporations multinationales qui se présentent dans ces grandes instances-là et font la proposition d'un concept, celui de la sécurité alimentaire. La Via Campesina voit ce concept-là puis se dit « Oh, ça marche pas, ça. » Fait la proposition des souverainetés alimentaires pour s'opposer au concept de sécurité alimentaire. Alimentation et souveraineté alimentaire. Donc, comment est-ce qu'on peut être autonome ou dans notre gestion de l'alimentation? Le conférencier nous a fait comprendre comment le système capitaliste, justement, est venu enlever de la souveraineté alimentaire, de l'alimentation locale aux petits producteurs, les amenant dans une compétition un peu vorace entre eux et qui les amenait dans l'appât du gain plutôt que dans la mission de nourrir. Donc, c'est intéressant d'articuler ces concepts-là. Dans les souverainetés alimentaires, les citoyens et citoyennes, autant que les paysans et paysannes, occupent une place centrale. Donc, c'est plus la corporation multinationale qui est au centre et qui dirige tout. C'est l'union de tout le monde. Donc, en ce moment, ça pourrait être une assemblée sur, bon, qu'est-ce qu'on a le goût de manger à la gang? OK, c'est beau, je vais produire plus de tomates, c'est ça que vous voulez, let's go. Ça pourrait être ça, tu sais. Mais là, c'est pas ça. Moi, à chaque conférence, j'apprends énormément, puis je suis souvent surprise. Là, moi, l'exemple le plus clair pour moi, c'est la conférence à l'automne qui était sur la géopolitique d'alimentation, où on a parlé de capitalisme agricole, puis j'en avais aucune idée que ce concept existait, si on veut. Donc, j'ai vraiment, à chaque fois, là, je vais toucher à des choses, à des connaissances que j'ai aucune idée. Whatever. Olimel, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, qui va acheter le porc japonais pour le transformer en saucisse, puis ensuite va l'envoyer vers des détaillants australiens pour que les gens puissent manger. Donc, tu sais, la chaîne de production agro-industrielle est globalisée. C'est de même que ça fonctionne maintenant. À nous amener dans une conscience socio-écologique aussi de OK, là, quand je consomme tel produit, il a été produit à quel endroit, puis comment, puis au profit de qui, puis qui a alimenté cette chaîne-là à la base. Comment qu'on peut comprendre le monde pour comprendre l'importance des souverainetés alimentaires. Puis, essentiellement, pour moi, la pertinence des souverainetés alimentaires existe dans un contexte où la situation agricole est catastrophique. Actuellement, il se passe quelque chose avec l'agriculture, puis nommons-la, c'est l'agriculture industrielle qui a des conséquences désastreuses sur non seulement l'environnement, mais aussi les populations de façon générale. L'agriculture industrielle est génératrice d'inéquité sociale, est génératrice d'extraction de ressources naturelles, etc., est responsable d'une quantité assez faramineuse de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, c'est-à-dire à peu près 18 à 20 %. Ça équivaut à peu près aux gaz à effet de serre émis par le transport sur la planète. Donc, c'est quand même assez majeur. Là. On parle de 1/5 des gaz à effet de serre est issu de l'agriculture industrielle. Mais comprendre le monde, pour moi, c'est comprendre comment on en est arrivé là. C'est comprendre... Oui, bien ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. D'où ça vient, où est-ce qu'on en est actuellement, puis où est-ce qu'on s'en va finalement. Puis c'est là où les alternatives, qui sont les souverainetés alimentaires, seront proposées. Ça me tentait, avec vous, de remonter plusieurs siècles à l'arrière. En fait, plus particulièrement vers les 16/18e siècles, où il s'est passé quelque chose de très important dans l'histoire de l'humanité. En fait, selon plusieurs historiens et historiennes, c'est là où on aurait assisté à la naissance du capitalisme. C'est-à-dire dans les campagnes anglaises, puis j'avais le goût un peu de vous parler de ça. Donc, un peu pour comprendre comment le capitalisme agricole est arrivé, puis, comme vous le verrez probablement, mais il y a des répercussions qui sont arrivées par là, qui continuent de nous affecter aujourd'hui. On va faire un bond éventuellement, puis on va parler d'une histoire plus contemporaine, c'est-à-dire que on va parler de comment le commerce agricole a pu s'internationaliser, c'est-à-dire comment le commerce agricole a été inséré dans la logique de la globalisation économique et comment il s'est, joint à ce capitalisme-là qui était en marche depuis à peu près 300 ans. Après ça, on va s'intéresser à plus spécifiquement c'est quoi l'agriculture industrielle, c'est-à-dire qu'un coup, on va avoir compris à peu près comment c'est arrivé, comment ça s'est imposé. On va vraiment comme analyser actuellement comment se déploie ce capitalisme industriel-là, cette agriculture industrielle-là. Puis c'est ensuite qu'on va parler d'agroécologie paysanne. Voilà.
Un beau petit menu, quand même. Oui. Puis tout ça, on va essayer de le faire en comme 1 heure. Fait que, attachons-nous. C'est correct, je vais garder le temps. Parfait. Au 16e siècle, OK, on se place en Europe, donc on est dans le monde assez occidental, là. La façon dont ça se passait, je ne sais pas si vous avez eu des cours d'histoire ou en tout cas au moins si vous vous en rappelez ou si vous avez vu des documentaires comme ça, mais généralement, la manière que l'Europe était divisée, c'est qu'il y avait des royaumes, des rois, des choses comme ça, puis les terres étaient administrées par des seigneurs et des aristocrates, OK, de façon générale. Puis, ces seigneurs-là se faisaient accorder, dans le fond, des espaces fonciers qui étaient sous leur gouverne. Puis, pour aller chercher, dans le fond, leurs moyens de subsistance, ces seigneurs-là, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils mobilisaient leur armée, puis ils allaient de village en village, puis ils allaient collecter les taxes, qui étaient en fait les surplus de production paysans. Donc, ils allaient dans les villages, puis ils disaient, bon, ben vous avez 30 sacs de grains, je vais vous en prendre 10, puis ça, c'est votre cote, puis si vous me les donnez, ben je ne ferai pas intervenir mon armée, puis ben vous pourrez rester là. T'sais. Donc, à l'époque, la façon dont les surplus ou dont les taxes étaient prélevées, c'était vraiment par des moyens qu'on disait extra-économiques. C'est-à-dire qu'ils se sortent de l'économie. Ce n'était pas des moyens économiques. C'est-à-dire qu'on ne chargeait pas comme de l'argent directement. On demandait... Des paiements en nature, oui. C'est des paiements littéralement en nature, en grains, mettons. Hein. Puis, si c'était le même que ça se passait un peu partout en Europe, c'était pas le cas en Angleterre. Je parle vraiment de comme l'Angleterre, là, pas la Grande-Bretagne, là, mais peu importe. Ça change. De toute façon, à l'époque, ça n'existait pas. C'est ça. C'était pas encore unifié, puis tout. Puis, en Angleterre, en fait, qu'est-ce qui se passait qui était particulier, c'est que les aristocrates anglais qui étaient là n'avaient plus d'armée personnelle parce que la monarchie de l'époque, qui était comme combinant une forme de parlement, avait démilitarisé les aristocrates. Donc, les aristocrates, en fait, ils ne pouvaient plus se pointer dans les villages puis dire « Vous autres, vous nous donnez vos grains, sinon on vous pète la gueule. » Ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient procéder par d'autres moyens. Puis, ce moyen-là, en fait, ben, tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que puisqu'il s'était fait démilitariser, pour compenser un peu cette perte de pouvoir-là, il s'était fait octroyer des pouvoirs économiques. C'est-à-dire qu'il s'était fait nommer propriétaire privé des espaces qui étaient sur leur gouvernement. Puis, pour aller chercher les surplus des paysans, ce qu'il avait fait, en fait, c'est qu'il avait institué le principe des baux. Un bail des baux, OK? Juste pour être sûr qu'on parle de la même chose. Puis, ces baux-là, dans le fond, étaient chargés à ceux qu'on appelait les fermiers. La notion de fermage, c'est inspiré du vieux français, essentiellement, ça veut dire un paysan en location. Okay? Donc, les fermiers et les fermières, c'était les paysans et les paysannes qui devaient payer un bail. Okay? L'aristocrate lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il allait voir ces fermiers et fermières-là, puis il disait, si tu veux rester ici, ben, il faut que tu me donnes du cash. Il existait de l'argent à l'époque, ce n'est pas quelque chose qui est né avec le capitalisme, là, mettons. Donc, il pouvait aller les voir et dire, ben, pour cet espace-là, tu me dois 500$. C'est quelque chose comme ça. Principe de location. Le principe de la location, exact. Ça existe encore aujourd'hui, puis on paye encore des baux. Puis là, ce qui est arrivé à ce moment-là aussi, c'est que à l'époque, ailleurs en Europe, si l'aristocrate ou le seigneur voulait davantage de surplus de la paysannerie, bien, il pouvait aller les voir, puis avec son armée, dire « Là, cette année, tu vas nous en donner encore plus. » Puisque les Anglais ou les aristocrates anglais n'avaient plus d'armée, ils ne pouvaient pas procéder de la même façon. Donc, ils étaient un peu incités d'une certaine façon à encourager le fermier ou la fermière à produire davantage. Donc, il fallait qu'ils les incitent à devenir de plus en plus productifs pour que ce fermier ou cette fermière-là se rende vers les villes anglaises, puis écoule les surplus et aille chercher un peu plus d'argent, puis ensuite puisse le remettre au seigneur lui-même. À l'époque, c'était des rentes fixes. C'est-à-dire que le principe de... comme la rente, c'est le prix du bail, là, juste pour être clair. Les rentes étaient fixes, donc tout le monde payait à peu près la même affaire. Donc, il n'y avait pas d'incitatif de productivité plus grand qu'un coup que je suis assez productif puis que je peux payer mon bail, ça va, tu sais. Mais là, tranquillement, c'est que les rentes fixes ont commencé à être abandonnées puis ont été remplacées par des rentes dont le prix évoluait en fonction de la valeur de la terre. Puis cette valeur de la terre-là était définie par le niveau de productivité, c'est-à-dire par le niveau d'aliments qui pouvaient être extraits de cette terre-là. Donc, les paysans et paysannes, ou les fermiers et les fermières, en fait, étaient de plus en plus incités à produire davantage pour assurer le paiement de leurs baux.
Puis ce qui est arrivé à ce moment-là aussi, c'est que les paysans, les fermiers et les fermières qui n'arrivaient pas à atteindre un certain niveau de productivité n'étaient pas en mesure de payer le bail qu'on leur demandait de payer, ce qui faisait qu'ils devaient quitter leur espace, faute de paiement. Et puis, ce bail-là était recédé à un fermier qui était plus productif. Donc, tranquillement, il allait s'instaurer une espèce de climat de compétitivité entre les fermiers et les fermières. Il existait aussi à l'époque, chez les paysans et les paysannes, les fermiers et les fermières, un ensemble de droits coutumiers qui sont fort intéressants et desquels je veux parler en ce moment. Donc, à l'époque, en fait, bien qu'il existait une propriété privée, cette propriété privée-là n'était pas à l'usage exclusif de ses possédants. Okay? Il y avait des droits coutumiers qui garantissaient qu'une partie de ces terres privées-là puisse être utilisée à certaines fins. Il existait, par exemple, le droit de package ou le droit de veine pâture qui permettait aux paysans et paysannes qui n'avaient pas nécessairement de terre, mais qui avaient du bétail, d'aller sur n'importe quelle terre disponible pour y faire paître le bétail. Généralement, ça se faisait sur des terres qui étaient en jachère. Okay? Donc, les paysans étaient autorisés à aller sur n'importe quelle terre qui se trouvait dans leurs environs pour aller avec leurs vaches. Puis leurs vaches pouvaient manger l'herbe et tout et tout. Il existait d'autres droits aussi. Il existait le droit d'aller chercher du bois de chauffage, par exemple. Donc, n'importe qui pouvait aller dans n'importe quelle forêt, se couper un petit arbre, se faire son bois de chauffage pour l'hiver. Il existait aussi le droit de glanage. On entend parfois parler du glanage, mais à l'époque, c'était vraiment légiféré, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine date dans l'année, les paysans-paysannes étaient autorisés à aller dans n'importe quel champ ramasser les surplus de production qui n'avaient pas été récoltés. Au 17e siècle, il y a de nombreux ouvrages qui sont publiés et qui portent sur l'amélioration de l'agriculture. Là, vous voyez dans la slide que j'ai écrit « Improvement of Agriculture ». « Improvement of Agriculture », c'est parce que c'était en anglais, c'était en Angleterre, oui. Donc, il parlait de l'improvement of agriculture. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que le mot « improvement », c'était à l'époque un néologisme, c'est-à-dire un mot qui n'existait pas avant et qui venait d'être inventé pour la cause. Okay? Puis ce mot-là vient du français normand. Je parle de improvement. Improvement vient du français normand, donc du vieux français, et plus particulièrement du mot preux. Improvement, impreux. En tout cas, vous voyez, là, le preux, il est là. Puis preux, ce que ça signifie, c'est que ça signifie profit, avantage, chose utile. En gros, profit. OK? Donc, la notion de improvement, c'était la notion de faire plus de profit. Okay? Donc, lorsqu'on parlait de improvement of agriculture, ce qu'on voulait dire, c'était faire plus de profit avec l'agriculture. Donc, pas nécessairement amélioration technique pour l'amélioration technique, mais dans le but de faire des profits. Oui, c'est ça. C'est ça dont il était question. Donc, ces ouvrages-là traitaient de l'amélioration de l'agriculture, c'est-à-dire comment faire plus de profit avec l'agriculture. Il y avait dans ces ouvrages-là des notions, disons, culturelles qui étaient décrites. Okay? On parlait, par exemple, de la charrue à roues. Okay? La charrue, c'est l'espèce d'outil qui revire la terre à l'envers. Là. Avant, tu accrochais ça après tes vaches ou après ton cheval, puis là, tu tirais. Mais un moment donné, on pensait à mettre 2 roues, puis c'était bien plus facile. Donc, ça, c'était comme une amélioration technique. Il y avait aussi la rotation des cultures, par exemple, qui est née à cette époque-là. C'est-à-dire qu'avant, on laissait des terres en jachère pour laisser le sol se reposer. Mais à un certain point, on s'est dit, pourquoi laisser une terre en jachère si, à la place, on pourrait mettre du grain, puis l'année d'après, mettre des légumes, l'année d'après, mettre d'autres choses. Donc, le principe de rotation des cultures. Oui, c'est exact. Ouais, c'est ce que j'essaie de décrire, mais ouais, c'est ça. Puis, je suis là pour ça. Merci beaucoup. L'amélioration de laquelle il était le plus parlé dans ces livres-là, c'était pas tant comment mieux faire l'agriculture que comment adopter des nouvelles formes de propriété, comment adopter des nouvelles conceptions de la propriété. Pourquoi? En fait, c'est parce que il était perçu à l'époque que, ou du moins par ces aristocrates anglais-là qui voulaient faire plus de profit avec l'agriculture, que ces paysans et ces paysannes-là, ces maudites personnes-là qui venaient occuper de l'espace sur nos terres, je parle comme si j'étais un aristocrate anglais, là, mais ces personnes-là qui venaient sur les terres des aristocrates empêchaient aux aristocrates ou aux fermiers capitalistes ou proto-capitalistes, mettons, l'utilisation de certains espaces. Donc, pendant qu'un paysan est là sur ta terre à mettre ses vaches sur ta terre en jachère, tu ne peux pas l'utiliser pendant ce moment-là pour intégrer cette partie du sol-là dans une logique productiviste. Parce qu'ils sont dessus, tu sais. Fait que la question de l'amélioration de l'agriculture à ce moment-là, c'était beaucoup comment qu'on peut faire pour que les paysans et les paysannes ne viennent pas se mettre les pieds sur notre terre. Donc, comment qu'on peut instituer la propriété privée à usage exclusif.
comment la propriété privée ne peut ne plus être liée avec le droit d'accès, d'une certaine façon. Donc, ce n'était pas acquis à l'époque quand une propriété privée, personne ne peut circuler dessus. Ça, c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'histoire. Ouais, ben c'est ça. L'idée, c'est qu'il n'y avait pas de barrière, donc il y avait un libre accès. Exact, c'est ça. Tu nommes les barrières, mais c'est qu'on est rentré dans l'époque des enclosures. Enclosure, comme on dit en anglais, ça veut dire mettre des clôtures, essentiellement. Donc, il y a vraiment eu un phénomène à partir du 16e siècle où les grands aristocrates anglais ont commencé à clôturer leurs espaces. Parfois même, ils allaient s'entendre avec des villages dans lesquels il y avait des terres communales, en disant hey, « Écoutez, la gang, moi, j'ai une agriculture qui est pas mal plus productive, ça va vraiment beaucoup vous nourrir. Est-ce que vous accepteriez que je mette des clôtures autour de la terre communale, de sorte à ce que vous n'y ayez plus le accès, mais vous n'y aurez plus l'accès parce que je vais pouvoir plus vous nourrir. » Puis, jusqu'à peu près en 1750, beaucoup de ces enclosures-là étaient occasionnés par des discussions entre les aristocrates anglais puis les paysannes anglais. Donc, c'est comme des espèces de négociations, mais c'est allé super vite. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1750, là, je lisais des textes historiques sur les traités. C'est tranquillement, le Parlement a commencé, le Parlement anglais, qui existait depuis genre Magna Carta, c'est quelle année ça? 14e siècle. Merci, c'est ça, exactement. 1300 quelque chose. Pourquoi je le nomme, là, cette affaire-là, à partir de 1750, le Parlement a commencé à être impliqué dans le commandement d'enclosure. En fait, c'est que certains historiens ou historiennes définissent ce moment-là comme un moment où même le Parlement a commencé à agir main dans la main avec les grands propriétaires fonciers pour instaurer une forme de capitalisme. Donc, tranquillement, l'État commençait à être en appui au capitalisme. Donc, c'est quelque chose qui était aussi complètement récent dans l'histoire de l'humanité. Jamais tu avais eu un pouvoir en place qui adoptait des lois qui allaient dans le sens de l'instauration du capitalisme. L'institution de la propriété privée à usage exclusif aura provoqué une dépossession généralisée de la paysannerie. Pourquoi on parle de dépossession généralisée? C'est parce que puisque les paysans-paysannes ne possédaient plus de moyens de subsistance, donc puisqu'ils n'avaient plus accès à la terre puis qu'ils n'étaient plus en mesure eux-mêmes de créer leurs conditions d'existence, ils devaient migrer vers les villes. Tu sais, soudainement, c'est-à-dire tu n'as plus ta terre, tu ne peux plus cultiver là où est-ce que tu veux. C'est un phénomène nouveau. Très... En Europe, à cette époque-là. C'est le premier pays où c'est arrivé. C'est le premier pays où c'est arrivé. Puis ça, c'est intéressant parce que ce phénomène-là s'est poursuivi puis a existé jusqu'au 20e siècle. C'est-à-dire qu'il y a encore au 20e siècle des pays où cette arrivée-là de ce capitalisme agraire-là était complètement nouveau. Donc, on peut dire que c'est quelque chose de très, très, très récent dans l'histoire de l'humanité. Pour certaines populations, c'est quelque chose qu'ils ont vu naître de leur vivant. C'est-à-dire qu'ils sont encore nés aujourd'hui puis ils ont vu ça arriver, tu sais. Donc, c'est pas quelque chose de naturel qui est comme dans la nature humaine, puis l'humain est né, puis voulait mettre des clôtures autour de ces terrains. Là. C'est quelque chose qui est comme très récent dans l'histoire de l'humanité. Ces gens-là étaient comme donc contraints d'aller vers les villes, qui étaient naissantes à l'époque, pour aller échanger leur force de travail contre un salaire. Hein? Puisque tu ne peux plus comme, produire ce que tu as besoin pour te nourrir, tu vas en ville, tu essaies de te trouver un job dans une industrie. Oui, puis justement, on est à la période début de la révolution industrielle en Angleterre, donc il y a une force de main-d'œuvre aussi pour ce capitalisme industriel naissant-là. Donc, les deux phénomènes, un peu, dans le fond, arrivent à se développer de façon parallèle. Conjointe, c'est ça, exactement. Mais semble-t-il, en tout cas, selon certaines perspectives historiques, c'est d'abord parce qu'on a extrait les paysans et paysannes à l'extérieur des campagnes qu'on a pu assister à une naissance de l'industrialisation. C'est un peu des phénomènes qui se nourrissent, mais l'un est venu, semble-t-il, avant l'autre, puis le capitalisme serait né dans les campagnes. Éventuellement aussi, ces personnes-là qui doivent maintenant vendre leur force de travail en ville deviennent dépendants tranquillement du système productiviste. S'il n'y a plus d'entreprise qui me procure un salaire, je deviens à la merci de la nature et je vais mourir. OK, en gros. Ce qui est arrivé aussi à partir de là, c'est qu'on a assisté à une hausse de la population urbaine. C'est-à-dire que, la population urbaine a cru. Oui, c'est ça. J'allais dire croissé, mais bon. Accru. OK, parfait. Puis, plus de gens en ville égale aussi plus de gens dépossédés à nourrir. Donc, puisque plus de gens en ville, il faut trouver cette alimentation-là en quelque part. Puis, en retour, ça leur a justifié le besoin d'industrialiser ou du moins de rendre la campagne plus productive / productiviste pour nourrir les nouveaux arrivants qui étaient en ville. Donc, l'espèce de mouvement migratoire, dans le fond, on a dépossédé
des paysans et des paysannes de leurs terres pour les envoyer vers les villes. Puis partant de là, on a justifié l'industrialisation de l'agriculture, ce qui a bien sûr provoqué de nouvelles migrations vers les villes. Puis on est encore aujourd'hui dans cette espèce de phénomène-là où la population urbaine grandit, où est-ce que les campagnes se dévitalisent. Donc c'est un peu pour ça que j'en parle. C'est pour comme... On veut comprendre le monde, non? Absolument, on est là pour ça. OK, c'est bon. Je voulais vous proposer quelques idées clés, là, en fait, parce que éventuellement, on va parler des souverainetés alimentaires, de comment on peut faire les choses autrement. Là, puis je voulais faire une espèce de petit chemin logique avec vous, là, c'est-à-dire que la propriété privée à usage exclusif égale la dépossession. Donc, si on instaure la propriété... C'est parce qu'un coup que tu es propriétaire, tu es tout seul propriétaire, dans le sens où il n'y a plus de commun. La dépossession, c'est au final la perte des moyens de subsistance. Donc, quand je suis dépossédé parce que je ne peux plus arriver à me nourrir de ce qu'il y avait autour de moi. Il faut que j'aille vendre ma force de travail. Donc, la perte des moyens de subsistance devient une dépendance envers une production exogène. Donc, je ne produis plus moi-même ce que j'ai de besoin. Il faut que j'aille produire quelque chose que je n'ai pas nécessairement de besoin pour aller chercher un salaire, pour pouvoir aller acheter ce que j'ai de besoin. Puis, éventuellement, collectivement, on devient dépendant de ce système-là. Puis, éventuellement, on vient à se servir de cette dépendance-là envers le système pour justifier le système lui-même. Ouais, mais tu sais, si on arrête le capitalisme, tout le monde va crever, tout le monde en a besoin. Tu sais, quelque chose qu'on va dire. Puis là, c'est comme, si on veut s'imaginer des solutions, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le chemin à l'envers? C'est-à-dire que, puisque nous sommes dépendants collectivement, puisque nous sommes dépendants d'une production qui nous est exogène, ne pourrait-on pas penser à revenir vers une réappropriation de nos moyens de subsistance? Si on s'approprie nos moyens de subsistance, n'avons-nous pas besoin de reposséder les communs? Si on repossède les communs, n'avons-nous pas besoin de peut-être se battre contre la propriété privée? Bref, vous voyez, je veux juste faire le chemin à l'envers. Oui, c'est ça, on retourne dans le temps, finalement. Exact, c'est ça. Moi, je suis un primitiviste, là. C'est ce que je veux dire, en gros, là. Donc là, on va faire un méchant bond, la gang. Prochaine diapo. Donc là, on est rendu en 1986. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut juste rappeler pour les gens qu'on n'est pas dans un cours d'histoire de l'agriculture, là, donc... Mais c'est important de mettre en place les concepts, donc on a compris maintenant... Comme on en est arrivé à l'agriculture capitaliste. C'est ça. Mais demain, si vous voulez, je donne une conférence de 15 heures où je passe à travers ce dont je n'aurais pas parlé. Là. Mais bref, je vous ai décrit un peu ce qui s'est passé dans les campagnes anglaises. Mais tranquillement, ça allait se passer un peu partout à travers la planète. L'incitatif de s'insérer dans une logique productiviste devenait de plus en plus grand. Puis tranquillement, le modèle allait être exporté d'un pays à l'autre, tranquillement. Puis, avec ça, il allait avoir tranquillement des échanges internationaux. Là. Dans le fond, c'est que je veux vous parler de la globalisation du commerce agricole, puis plus particulièrement de ce qui s'est passé dans les années 1990. Mais il faut savoir qu'avant ça, il y avait quand même des échanges internationaux. Les épices, là, je veux dire... le commerce, c'est vieux comme le monde. Là. Le commerce, c'est vieux comme le monde. Mais jamais... le commerce international a existé dans les proportions où on le rencontre aujourd'hui. OK? Puis pour qu'on puisse passer de cet état-là où il y avait un peu de commerce international à toute l'économie est interconnectée à la grandeur de la planète, il y a eu un point de bascule en quelque part. Puis c'est là que je veux qu'on aille, au point de bascule. C'est pour ça que j'ai comme tout skippé ce qu'il y avait avant, là, parce que pour moi, c'est ça qui est important. Donc, il commence à exister une forme de commerce international, mais en même temps, l'agriculture n'est pas nécessairement intégrée au libéralisme économique qui est quand même assez en vogue vers la fin du 20e siècle. Et s'amorce en 1986 les cycles d'Uruguay, où il est question de parler de néolibéralisme. On n'en parle pas vraiment comme ça à cette époque-là. On parle plutôt de comment on peut étendre le libre-échange au secteur agricole. C'est ça, parce qu'il faut comprendre, le cycle d'Uruguay, c'est un cycle de négociation qu'on appelait le GATT à l'époque, là, qui était l'accord général sur les tarifs et taxes, en tout cas. Oui, mais ça, c'est taxes. General Agreements on Tariffs and Trade. En tout cas, bref. And Trade. Oui. OK. Donc, on est dans des négociations multilatérales complexes. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, c'est plein de dirigeants internationaux, mais je dis plein. Il faut se rappeler aussi qu'à l'époque... c'est-à-dire en 1986, le monde est encore divisé en 3 mondes. Okay? On a le premier monde, qui est le monde capitaliste, celui qui aura gagné.
On a le deuxième monde, qui est le monde communiste, ou l'URSS, mettons. Puis on a le troisième monde, qu'on appelle aussi le tiers-monde. D'ailleurs, tiers-monde vient de cette division-là du monde en comme 3 grands secteurs, là, qui sont les pays non alignés, en fait. Donc, les pays qui sont ni capitalistes ni communistes, mais qui se retrouvent au cœur d'une dispute. C'est-à-dire que tu as l'URSS d'un bord, tu as les capitalistes de l'autre, qui essayent d'aller comme chercher ce tiers-monde-là pour les ranger de leur côté. Il se passe quelque chose de plutôt important dans l'histoire des relations internationales en 1991. On assiste à l'effondrement de l'URSS. Là, j'ai écrit « égal triomphe du capitalisme ». C'est vraiment une expression qui était utilisée pour parler de ce moment-là là, par différentes personnes. Là. Le communisme qui s'effondre, ben, c'est la... Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme dans Rocky IV, là. C'est ça. L'Américain gagne, puis le Russe y perd, puis c'est ça. Donc, on était dans le triomphe du premier monde. Oui, exact. On va venir imposer justement le système capitaliste dans les anciens pays soviétiques. Oui, tu sais, comme enfin, là, Rocky, merci, tu sais, tout. À partir de 1991, les négociations dans les cycles de l'Uruguay changent complètement d'allure. C'est-à-dire qu'avant, il y avait comme à peu près 23 pays là, dans le GATT. Bon, je ne définirai pas tout à fait le GATT, mais le GATT, c'est l'Organisation mondiale du commerce, mais dans sa version ancienne. Okay, c'est de même que je vais le décrire. Donc, il y avait 23 pays, je pense, là, qui négociaient sur comment on pourrait faire un commerce entre nous. Puis, soudainement, quand l'URSS s'est effondrée, on se ramassait avec à peu près 150 pays qui étaient disponibles pour participer à ce commerce international. En fait, l'idée derrière ça aussi, c'était des accords de libre-échange beaucoup, parce que la vision derrière le GATT, l'OMC, c'était beaucoup favoriser le libre-échange, donc éliminer les barrières le plus possible au commerce, les entraves à libre circulation des biens. Oui. Puis, fait anecdotique, là, on veut parler de solidarité internationale, puis tout ça. À l'époque, dans les années 80, il y avait PFK, je ne sais pas si vous connaissez, Poulet Frit Kentucky. OK, ouais, moi, je suis plus Team Dixie. Non, mais en tout cas, bref. Mais PFK frappait à la porte de l'Inde parce qu'ils voulaient instaurer leur succursale pour aller y vendre du poulet. T'sais, ils se disaient, hey, les Indiens ne mangent pas de viande tant que ça, mais mangent du poulet. Il me semble que ça serait assez lucratif. Puis à ce moment-là, l'État indien était comme, ben non, je veux dire, on est capable de se gérer nous-mêmes. Là. On n'a pas besoin de vos chaînes de restauration rapide. Vous n'entrerez pas, disait-il. Puis, c'est ça. La suite après mon explication. Éventuellement, il y aura eu des PFK en Inde. Là. D'ailleurs, il y en a en ce moment, mais c'est ça qui s'est passé. Mais avant, ce n'était pas quelque chose qui était possible. Avant ces discussions-là, l'entrée de corporations multinationales dans un autre pays, c'était quelque chose qui n'était pas tant fréquent que ça. T'sais. Bref, il y a tout ça qui est en train de se passer. Puis, en 1993, naît la Via Campesina. La Via Campesina, c'est une organisation paysanne internationale qui, aujourd'hui, regroupe plus de 200 millions de paysans et de paysannes. Okay? À l'époque, avant qu'elle se forme, il assistait à ces cycles de négociations-là, puis il se disait « Oh my God, on est en train de foncer dans un mur? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de vouloir libéraliser le commerce. » Puis là, tu sais, on a en tête tout ce qui s'est passé durant l'époque, du 16-18e siècle, où est-ce qu'il y a eu une dépossession, où est-ce qu'il y a eu tout ça. Si on donne plus de pouvoir aux fermiers-fermières productivistes, ben forcément, il va y avoir de la dépossession. Nous, paysans-paysannes, on va être dépossédés de nos moyens de production, on va être contraints d'aller vendre notre force de travail en ville, blablabla, blablabla. Donc, il y a toute cette logique-là qui est dans leur tête. Donc, ils se disent, il faut s'unir, il faut former la Via Campesina, OK? 1995, donc après les cycles d'Uruguay, l'Organisation mondiale du commerce est créée. Là, c'est le temps de mettre en place les grandes règles du commerce international. 1996, il y a le sommet de l'alimentation à Rome. Ça, c'est particulièrement intéressant, puis c'est de ça que je veux surtout parler, là, mais il y a l'élite dirigeante, dans le fond, qui est représentée par tous les dirigeantes des pays du monde entier, main dans la main des corporations multinationales qui se présentent dans ces grandes instances-là et font la proposition d'un concept, celui de la sécurité alimentaire. La Via Campesina voit ce concept-là puis se dit « Oh, ça marche pas, ça. » Fait la proposition des souverainetés alimentaires pour s'opposer au concept de sécurité alimentaire.
Qu'est-ce que c'est que ça que de la sécurité alimentaire? En fait, je vous propose la définition de la Food and Agricultural Organization. Ce que ça nous dit, c'est que la sécurité alimentaire existe lorsque tous les individus, à tout moment, ont un accès économique et physique à une alimentation nourrissante, salubre et suffisante qui leur permet de satisfaire leurs besoins alimentaires et leurs préférences alimentaires, ce qui leur permet de mener une vie saine et active. C'est quand même bien à la base, non? Ben oui, c'est un concept qui est vertueux. Je veux dire, est-ce que vous êtes contre qu'on nourrisse le monde? Non, mais évidemment pas. Là, le but, c'est ça. C'est quoi que la Via Campesina voit de tant mal à ça? T'sais? En fait, la Via Campesina reproche certaines choses. Ce qu'elle dit, c'est bien cool de vouloir nourrir le monde, mais dans ce scénario-là, c'est qui produit la nourriture? Est-ce que c'est des grandes corporations multinationales ou c'est la paysannerie elle-même qui est non dépossédée de ses moyens de production? Comment elle produit cette nourriture-là? Est-ce que ce sont les monocultures, les intrants chimiques, les pesticides, ou est-ce que c'est pas l'agroécologie paysanne? Où est-ce qu'on distribue la nourriture? Est-ce que la nourriture qui est produite dans ma cour va me nourrir ou elle va être exportée sur des milliers de kilomètres pour aller nourrir d'autres mondes? Etc. Qu'est-ce qui motive sa production? Est-ce qu'on veut le produire pour nourrir ou on veut le produire pour que des actionnaires puissent tirer un profit de cette production-là? Et dans le fond, on a une belle définition, mais comme on dit, le diable est dans les détails. Ben là, les questions sous-jacentes, c'est ça, un peu la critique de la Via Campesina. C'est de dire, ouais, OK, en principe, c'est beau, mais comment on va le faire? C'est là où on peut se poser des questions. Oui, exactement, c'est ça qui arrive. Puis on peut passer à la prochaine diapositive. Parce que là, c'est ça, tu sais, je vais vous parler de la souveraineté alimentaire après, mais on connaît l'histoire, là, on est rendu où est-ce qu'on est. La souveraineté alimentaire a été refusée comme concept. C'est drôle, je viens de me rendre compte que c'était censé être un punch, là, mais OK, là, voilà, je viens de vous le vendre. Mais bref, c'est pas grave. Éventuellement, il y a la déclaration de Rome qui a été produite, qui est issue de ces négociations-là, puis de cette confrontation-là entre la paysannerie puis les corporations multinationales. Puis j'ai juste mis quelques extraits de cette déclaration de Rome-là. Donc, un article qui dit « Production alimentaire et respect de l'environnement doivent aller de pair. Il faut pour cela accroître les investissements publics et privés dans la mise au point de technologies. » Donc, tu sais, déjà, il y a comme, bien, évidemment, ça suppose un investissement technologique, ça suppose la capitalisation, ça suppose l'amélioration de la productivité, puis éventuellement, ça suppose la dépossession, tu sais. On est dans une logique capitaliste, là, on n'y échappe pas avec ça. Ouais. On n'y échappe pas. Puis bientôt, je vais vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles, dans le fond, ces gens-là, ils pensent qu'ils font du bien, là. Okay? Je veux dire, c'est pas des personnes super evil là, qui se réunissent dans des tours à bureau puis qui sont comme comment qu'on pourrait nuire à la planète. Ben, peut-être que justement, parce qu'eux, ils voient, ben, là, il y a de plus en plus de monde à nourrir, des populations urbaines. Fait que les solutions technologiques, les solutions qu'on dit, ben, on dit qu'il faut augmenter la productivité agricole par des moyens, des intrants chimiques, mécanisation, etc. Ouais. Peut-être que c'est ça, on voit le constat, puis on se dit, ah, ben, c'est la seule façon d'y arriver. Exact, c'est ça. Puis c'est ça, j'allais dire qu'il n'avait sûrement pas assisté à la première partie de la conférence d'aujourd'hui parce qu'il avait peut-être compris des affaires. Mais aussi, en tout cas, bref, le deuxième message de la Déclaration de Rome, c'est la sécurité alimentaire exige une action soutenue au niveau international dans un esprit de coopération et de solidarité entre les nations. Cette action doit viser à promouvoir le commerce et la libéralisation des échanges. C'est ça, tu sais, les personnes qui sont derrière le concept, les réflexions derrière la notion de sécurité alimentaire, c'est basé sur une doctrine économique. Puis, dans le fond, lui, il postule, ben là, il est écrit, là, je vais le lire, que les marchandises devraient être produites là où les conditions naturelles y sont le plus favorables et les coûts de production le plus faibles. Okay? Il donnait à cette époque-là l'exemple de l'Angleterre, qui devraient se spécialiser dans la production de moutons, par exemple, parce que leurs conditions naturelles à l'élevage du mouton sont très favorables. Puis le Portugal, lui, devrait se spécialiser dans la production de vin, okay? Parce que les conditions sont favorables à la production de vin. Puis, éventuellement, ils devraient rentrer dans des échanges internationaux. Parce que si, par exemple, l'Angleterre essayait de produire du vin puis du mouton en même temps, bien, cette production globale-là serait beaucoup plus petite que si, justement, ils se séparent chacun la tâche de produire ce dans quoi ils sont le plus productifs. Donc, ce qui est compris avec les avantages comparatifs, c'est que tu es mieux de te concentrer dans quoi tu es bon puis d'échanger ce que tu as produit. Comme ça, tout le monde en a plus. Donc, c'est ça l'idée qui est derrière.
Oui, puis c'est une idée qui est à la base justement de tout le mouvement du libre-échange après, parce qu'on a parlé tout à l'heure du libre-échange, bien, c'est un des principes de base, donc l'avantage comparatif, la spécialisation. Donc, c'est vraiment des concepts centraux, là. Oui, c'est ça. Puis la spécialisation, tu sais, elle peut exister à cette échelle-là. C'est-à-dire que là, tranquillement, on commençait à avoir une division du travail à l'échelle internationale. Là. C'est des termes grossièrement marxistes, là, mais c'est quand même ça qui était promulgué ou promu, là, disons, par cette doctrine-là. Il y a une question à se poser, en fait, c'est quel avantage comparatif pour les pays du Sud? C'est-à-dire que sachant que les technologies sont surtout présentes dans les pays du Nord, que les subventions à la production existent surtout dans les pays du Nord, c'est quoi l'avantage comparatif des pays du Sud s'ils n'ont pas les technologies, s'ils n'ont pas... Bref, j'ai mis ici une citation de Pam Woodall, qui est une économiste qui était rédactrice en chef de la revue The Economist, qui est une revue économique extrêmement populaire, à tendance libertarienne / néolibérale. Puis cet article-là, en fait, a été rédigé dans les années 1990, pendant qu'il y avait les négociations sur l'importance du commerce international. Ce que Pam Woodall écrit, et qui était appuyé, dans le fond, par les États qui étaient dans les négociations, c'est... Le commerce international n'est avantageux que s'il permet aux pays d'exploiter leurs avantages comparatifs et non en exigeant qu'ils fassent tous la même chose. Donc, bref. Et d'une manière ou d'une autre, l'avantage comparatif des pays du tiers-monde réside en très grande partie dans leur pauvreté, en particulier dans leur main-d'œuvre peu coûteuse et leur plus grande tolérance face à la pollution. Ça c'est une doctorante, post-doctorante, là, qui écrit ça, qui est comme, ouais, les pauvres, eux autres, là, tu leur mets du diesel dans la bouche, puis ils toffent. C'est fou, pareil. Mais tu sais, c'est à peu près ça qu'elle écrit ici, là. Mais sauf qu'il y avait une croyance qui était aussi adoptée par les pays du Sud eux-mêmes, qui était comme... par les dirigeants des pays du Sud, là, pas par la population en tant que telle, qui était comme « Ouais, c'est vrai, on a des gens qu'on peut payer pas cher, puis ce qui arrive, c'est que ça va permettre globalement un coût des marchandises plus faible, puis éventuellement, ça va nous revenir. Fait que nos gens plus pauvres, ben, ils vont pouvoir racheter les affaires qu'ils ont... » Ouais, ben c'est comme un peu le concept d'avoir des jobs. T'sais, on dit, ben là, il y a des impacts négatifs, mais ça crée de l'emploi. Ça pollue, mais ça crée de l'emploi. Puis si tu as une job, ben, tu peux manger, puis blablabla. Donc, la sécurité alimentaire, c'était basé sur le concept des avantages comparatifs. Là, c'est que je suis allé voir sur le site du gouvernement du Canada là, pour m'interroger sur c'est quoi le commerce international selon lui. Puis 19 fois, il va nommer les avantages comparatifs. Il y a même une section où est-ce qu'il dit ce qui est le fun avec les avantages comparatifs, c'est qu'on peut couper plus de bois que ce qu'on en a vraiment de besoin. Comme ça, on peut l'exporter. Ça, c'est vraiment un avantage qu'on a. Nos forêts immenses, on peut en couper tellement plus que ce qu'on en a de besoin. Là, trop cool qu'on ait beaucoup de forêts. T'sais. Mais il est écrit littéralement de même là, dans le texte. Là. C'est cool d'avoir beaucoup de forêts parce qu'on peut en couper plus. C'est notre avantage comparatif. Donc, le mot avantage comparatif, je veux dire, allez en parler à Justin Trudeau, il va vous dire oui, c'est cool. Bref, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est comme farfelu. Non, ça fait partie de l'orthodoxie économique. C'est intégré dans les... Justement, on voit le gouvernement. Ben, je pense que tu montrais, il y avait quoi, 9 fois, 19 fois, ça revenait dans les... oui, c'est ça, exact. Le commerce international. C'est ça, j'ai fait, je sais pas si vous connaissez le truc, le contrôle F, puis là, t'écris... OK. Tu sais, je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, qui est la Via Campesina. En fait, c'est une organisation paysanne internationale qui regroupe plus de 200 millions de membres. Au Québec, la Via Campesina est présente. Au Canada est présente. Il y a l'Union paysanne qui en est membre. Il y a, comment ça s'appelle, la NFU, la National Farmers Union aussi qui en est membre. Mais bref, c'est ça. C'est un gros conglomérat international de 200 millions de personnes, de paysans et paysannes, qui militent pour l'institution des souverainetés alimentaires. L'alimentation doit être sous contrôle collectif. C'est-à-dire qu'il faut laisser les populations décider de leur alimentation en favorisant l'émergence des fermes à échelle humaine. OK? En gros, il ne faut pas que ce soit les corporations multinationales qui décident pour nous de quelle alimentation et de où est-ce qu'elle va aller, mais il faut que ce soit des paysans, des paysannes, main dans la main des citoyens, des citoyennes, qui décident de qu'est-ce qu'ils ont le goût de manger puis de qui va manger quoi où. Ben, en tout cas, de la bonne façon. Là. Le principe de souveraineté. Souveraineté, c'est ça, exact. Puis, il dit aussi, la production d'aliments doit être assurée par les principes de l'agroécologie paysanne. Donc, il ne faut pas que ce soit des espèces de grosses monocultures remplies de pesticides. Il faut qu'on ait des systèmes qui sont cohérents avec nos territoires. Ensuite, il disait que la distribution de l'alimentation devrait être réfléchie collectivement.
Donc, la nourriture devrait être traitée comme un bien commun plutôt qu'un bien privé. Puis pour ce faire, il faut que la terre soit commune plutôt que privée. Okay? Donc, ça, c'est les propositions que la Via Campesina amenait. Donc, tu sais, tout à l'heure, je disais, j'ai brûlé mon punch, là, ils se l'ont fait refuser. C'est un peu pour ces raisons-là. C'était comme, ça allait vraiment pas dans le sens du libre-échange, ça allait vraiment pas dans le sens de ce qui est en train de se passer depuis le 16e siècle, en gros, tu sais. Mais, somme toute, ces personnes-là qui vivaient de la terre, qui chaque jour subissaient les conséquences du capitalisme qui prenait une emprise sur eux, étaient en mesure d'identifier que, ouais, c'est un problème, puis peut-être que ça serait mieux qu'on puisse nous-mêmes diriger. Donc, tu sais, ici, essentiellement, on peut essayer de proposer une définition. Là, j'ai écrit ça il y a un temps, là, mais comme les souverainetés alimentaires, ça serait des systèmes autonomes, régionalisés, où des lieux démocratiques permettent la rencontre des paysans, paysannes, des citoyens, citoyennes, pour que collectivement, ils puissent décider de leur alimentation, de la manière de la distribuer, puis de la produire. Comme, en gros, on pourrait s'imaginer, donc, au lieu, par exemple, qu'on rentre dans un magasin, un marché, mettons, puis qu'on soit confronté au buffet de la mondialisation, que ces aliments-là, dans le fond, ce soit des corporations multinationales qui ont décidé de nous les amener. T'sais, vous n'avez pas choisi là, ce qu'il y a dans l'épicerie, t'sais. Mais dans un système de souveraineté alimentaire, tout le monde aura un peu son mot à dire sur qu'est-ce qu'on veut manger, qu'est-ce qu'on veut retrouver dans nos commerces, etc., etc. Puis, pour pouvoir y arriver, il faut se réunir ensemble, il faut se questionner sur qu'est-ce que le territoire est capable de nous offrir, qu'est-ce qu'on est capable de produire. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence écologique avec le territoire. Dans le Bas-Saint-Laurent, on est capable de produire une diversité super incroyable de légumes. Malheureusement, on ne produit pas d'oranges et on ne produit pas de bananes. Donc, peut-être que ça ne serait pas physiquement possible d'en avoir tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des réseaux de commerce, peut-être, je ne sais pas, c'est pas moi qui va décider comment on va manger, il faut le faire tout ensemble, là. Mais il pourrait exister, par exemple, des lignes de commerce directes, sans intermédiaire, sans avoir à capitaliser le truc, avec des collectivités du Sud qui ont ce type de production-là. Évidemment, on aurait moins de bananes, moins souvent. C'est pas à exclure de nos réflexions. T'sais. Ça peut être fait d'une façon différente. La différence, c'est juste qu'on déciderait, nous, puis on pourrait penser à est-ce que c'est bon pour l'environnement de faire ça, au lieu de se le faire imposer par des grandes corporations multinationales qui ont des afflux de bananes de malades, qui nous amènent ça tous les jours. Je veux dire, hey, ça déborde de bananes, là, ces épiceries-là. Dans les souverainetés alimentaires, les citoyens et citoyennes, autant que les paysans et paysannes, occupent une place centrale. Donc, c'est plus la corporation multinationale qui est au centre et qui dirige tout. C'est l'union de tout le monde. Donc, en ce moment, ça pourrait être une assemblée sur, bon, qu'est-ce qu'on a le goût de manger à la gang? OK, c'est beau, je vais produire plus de tomates, c'est ça que vous voulez, let's go. Ça pourrait être ça, tu sais. Mais là, c'est pas ça. Puis aussi, les souverainetés alimentaires ont pour objectif fondamental d'unir la consommation et la production. Puis, il est dit que cette réunion-là doit jeter les bases d'un mouvement radical de transformation sociale. Pourquoi là, je parle soudainement d'unir la consommation puis la production? C'est un peu pour revenir au début. Là, je vous ai dit que les gens ont été dépossédés à un certain point de leur façon de produire l'alimentation, qui ont dû aller en ville, vendre leur force de travail, puis aller s'acheter des choses qui soudainement venaient d'une agriculture industrielle naissante. L'acte de consommation a été défaite de l'acte de production. Les gens ne produisent plus ce qu'ils consomment, puis ne consomment plus ce qu'ils produisent. Puis les souverainetés alimentaires cherchent à ramener ça ensemble. Initialement, en tout cas, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, là, quand j'entendais agriculture industrielle, ce qui me venait surtout en tête, c'était le mode de production en soi. Je pensais à des monocultures, je pensais à des pesticides, je pensais à des mono-élevages, je pensais à des économies d'échelle. Je voyais vraiment plus l'agriculture industrielle comme une pratique en particulier. Mais c'est pas rien que ça. Okay? En fait, pour moi, et en tout cas, selon ce que je lis, l'agriculture industrielle, c'est un mode de circulation des marchandises. En fait, c'est toute une chaîne agro-industrielle qui est connectée sur une échelle globale. Là, ici, c'est un dessin que j'ai fait autrefois sur Paint qui cherche un peu à modéliser les agricultures industrielles. Okay? Je peux essayer de vous expliquer comment je l'ai conçu ici, là, mais en gros, à gauche, on a le champ. En vert. En vert, on a le champ, OK. Autour, on a les fournisseurs d'intrants. Donc, on peut parler, par exemple, de l'intrant semencier. Actuellement, il faut savoir que le producteur agricole ne produit plus sa semence. Là. La semence, c'est véritablement un intrant pour le champ.
On a le fournisseur de pesticides, particulièrement en agriculture industrielle. On a les banques qui fournissent l'intrant financier. C'est-à-dire que si tu veux te partir en business agricole, ben, il faut que tu passes par la banque la plupart du temps, puis que tu ailles faire un emprunt. Oui, avec le coût des terres, etc. Ouais. C'est ça. La banque devient un intrant à la production agricole. Puis on a même parfois le service agronomique qui est un intrant. C'est-à-dire que des fois, tu ne sais pas trop comment faire. Fait que tu vas payer un agronome qui va venir te donner des conseils sur comment tu devrais faire pour cultiver, etc. Et comment acheter des pesticides. Ouais, ça aussi, ça peut être lié à plusieurs reprises. Donc, ce qui arrive, c'est que il y a une déconnexion, en fait, entre la production et la consommation. C'est-à-dire que maintenant, ou en tout cas, dans la plupart des cas, on ne va pas nécessairement chez l'agriculteur acheter les produits qu'on a besoin. OK? Souvent, il va y avoir des intermédiaires qu'on appelle. Puis, souvent, il y a aussi le grossiste. Le grossiste, c'est Costco. J'aurais pas dû le nommer. Mais Walmart. On va couper ça au montage, c'est correct. OK, c'est bon. Les Loblaws, ce genre d'affaires-là, dans le fond, qui, eux autres, vont vers les producteurs agricoles, puis qui leur achètent les productions agricoles. Un coup qu'ils ont dans leurs entrepôts, ils vont ensuite les rediriger vers leurs détaillants ou vers des plus petits commerces. Puis c'est seulement ensuite que le consommateur ou la consommatrice aura accès à ce produit-là. Donc ça, c'est en jaune, là. On parle des intermédiaires, oui. Oui, c'est ça. En jaune, ça serait les intermédiaires, je pense. Ouais, le grossiste, dans ce système-là, il y a une part du pouvoir qui est exceptionnellement grande, OK? Parce qu'actuellement, un grossiste n'enverra pas ses camions de transport chez l'agriculteur à moins que celui-ci soit capable de les remplir d'une denrée unique. C'est-à-dire que, je ne sais pas, l'entreprise mère de Maxi ne va pas aller à la dérive en disant genre « Salut, je vais vous prendre 6 bottes de carottes, 3 brocolis. » C'est pas de même que ça se passe. Ils vont dire genre « Remplis-moi le semi-remorque de carottes. » Puis si je dis « Ben non », ben, ils vont dire « Ben OK, ciao. » Ils vont s'en aller, puis ils vont trouver quelqu'un qui, lui, va être en mesure de produire un volume de carottes suffisamment grand pour remplir le semi-remorque. C'est un peu de même que ça marche. Donc, le grossiste a une place vraiment disproportionnée. Puis, il faut savoir que cette chaîne de production industrielle-là existe à l'échelle globale. On peut peut-être passer à la prochaine diapositive, c'est ça ce qui arrive. On peut s'imaginer, mettons, dans cette chaîne de production-là, un producteur de soya en Amazonie brésilienne, par exemple, qui produit du soya, blablabla. Là, je pourrais vous parler un peu de comment ça se passe là-bas, parce que j'ai été, OK? Mais qui, par exemple, vend son soya à Cargill. Cargill, lui, va exporter le soya vers le Japon pour aller nourrir du porc japonais. Après, tu as, Olimel, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, qui va acheter le porc japonais pour le transformer en saucisse. Puis ensuite, va l'envoyer vers des détaillants australiens pour que les gens puissent manger. Donc, tu sais, la chaîne de production agro-industrielle est globalisée. C'est de même que ça fonctionne maintenant. Puis, pourquoi est-ce que ça fonctionne de même? C'est une bonne question. Mais, c'est la question à 100$ à soir, oui. C'est la question à 100$, OK. En gros, essentiellement, là, le grossiste, ou en tout cas, bref, la personne qui achète l'argent, va essayer de le revendre là où il y a la plus grande marge de profit potentiel. Okay? C'est-à-dire que le grossiste, quand il a les denrées dans les mains, oui. C'est ça, en fait, c'est une question de coût. On va chercher les coûts les moins chers, on va revendre là où est-ce qu'il y a le plus de possibilités de profit. Donc, on est dans une logique capitaliste. Donc, on est dématérialisé dans la mesure où est-ce qu'on a plus de... Parce que tu parlais tout à l'heure de la logique territoriale. Avec Via Campesina, on parlait de... C'est ancré sur un territoire, mais là, ici, le territoire, c'est pas vraiment un facteur. C'est un intrant parmi d'autres dans la chaîne. Exact, c'est ça. C'est un intrant parmi d'autres. Puis ça, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que c'est ça. Comme tu dis, le grossiste, il va aller magasiner ses produits là où il les trouve les moins chers, puis il va les distribuer là où il peut les vendre les plus chers. Puis ça, c'est intéressant parce que au Québec, je ne sais pas si vous saviez, mais on aurait la capacité d'être autosuffisant en production de tomates. Bon, là, je ne vous parle pas que c'est produit dans des serres, dans une agriculture industrielle, bref, je ne parle pas de ça, mais on aurait assez de tomates pour assouvir le Québec au complet en tomates. Pourtant, on en exporte 50 % de nos tomates qui sont produites ici. Puis pour compenser cette perte de tomates-là, on en importe une quantité équivalente. OK? C'est ça qui se passe. Cool, hein? Au Québec, 70 % du porc qui est élevé et abattu sur le territoire est destiné au marché de l'exportation. Ça veut dire qu'on en produit vraiment beaucoup du porc là, pour pouvoir en exporter 70 %. Pourtant, lorsqu'on va à l'épicerie, il est vraiment incertain si le porc qu'on achète dans les tablettes provient véritablement du Québec. Donc, lorsqu'on va à l'épicerie,
Parfois, on se ramasse avec du porc du Danemark. Parfois, on se ramasse avec du porc du Japon. Tout ça pour dire que les grandes corporations multinationales ont une emprise exceptionnelle sur ce qu'on mange puis comment on peut se le procurer. T'sais. Théoriquement, on peut se dire que si on continue dans ce sens-là, les fermes vont être de plus en plus spécialisées. C'est-à-dire que une ferme a intérêt à produire juste une chose sur laquelle elle va être bonne. On est presque dans les avantages comparatifs. Si elle veut maximiser ses revenus puis, dans le fond, diminuer ses coûts de production pour augmenter ses revenus. Puis, si tout le monde fonctionne de cette façon-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de moins en moins de fermes. C'est-à-dire que plus tu as des fermes qui sont productives dans un élément en particulier, plus elle va être grosse, puis plus elle va comme gagner la compétition contre les autres. Donc, on peut s'attendre à un scénario où il y aura de moins en moins de fermes. Ce qui est le cas actuellement. Ce qui est le cas actuellement, en fait, au début des années 1960, en fait, c'est au début des années 1950, c'est environ 130 000 fermes qui peuplaient le territoire agricole du Québec, alors que la population était d'environ 5 millions d'habitants. Puis aujourd'hui, on dénombre un peu moins de 30 000 fermes au Québec, alors que la population est quant à elle de 8,5 millions d'habitants. Puis, lorsqu'on se promène sur l'Avin, entre Rimouski et Montréal, on constate que les fermes diversifiées, c'est l'aberration. On n'en voit pas, en fait. Le long de l'Avin, on voit des champs de soya, des champs de maïs. Ou des champs de bungalow. Exact, c'est vrai. Là, en fait, j'anomme-tu pas cette diapositive-là? En fait, je pense que c'est intéressant parce que là, j'avais le goût de parler de certains éléments caractéristiques du capitalisme. Tu sais, c'est un concept qui est relativement abstrait. C'est un système qui est relativement abstrait. Puis, je tenais à spécifier quelque chose. Donc, tout d'abord, c'est que le commerce n'est pas le capitalisme. Okay? Ça, c'est quelque chose que je veux dire. Pourquoi est-ce que je le nomme? C'est parce que je veux qu'on évite aussi de penser que la solution, c'est d'aller s'enfermer tout seul dans le bois puis produire toutes ces petites affaires tout seul puis comme s'isoler du monde. Je pense pas que c'est exactement par là qu'il faut passer pour construire les collectivités résilientes auxquelles moi j'aspire en tout cas. Okay? Quand un capitalisme, en fait, on peut le déceler par la présence de certaines caractéristiques. La première, c'est la présence d'une production concurrentielle. Tu sais, si on remonte aux campagnes anglaises, là, il a fallu mettre les producteurs en compétition les uns contre les autres pour que s'institue le capitalisme. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette compétition-là? C'est qu'elle a créé un besoin d'accroître la productivité du travail. C'est-à-dire qu'il fallait que chaque ferme qui était soudainement en compétition pour le prix des baux soit plus productive que l'autre, sans quoi elle allait plus être en mesure de payer son bail ou elle allait peut-être se faire avaler par un autre. Ensuite, une autre caractéristique qu'on manque dans le capitalisme, il faut que les entreprises maximisent leurs profits. Puis ça, c'est une conséquence de la cause précédente, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de profits pour pouvoir le réinvestir dans la productivité. En fait, c'est même le but ultime du système. Oui, pas mal. Puis après, la dernière clause, c'est le capitalisme a toujours tendance à vouloir développer ses forces productives, c'est-à-dire qu'il a toujours tendance à vouloir s'exporter vers ailleurs. Okay? Il a commencé en Angleterre, il est maintenant partout. Il était un peu stagnant vers la fin des années 80. Maintenant, avec l'effondrement de l'URSS, il s'est redéployé d'une nouvelle façon. Il faut toujours qu'il aille exploiter des nouvelles régions. Il faut toujours qu'à travers ces avantages comparatifs, il y a des gens qui sont pauvres et qui sont capables de tolérer la pollution, par exemple. T'sais, pour revenir à l'économie Pam Woodall, là, mais c'est des caractéristiques du capitalisme. Pourquoi j'ai nomme? C'est parce qu'on veut aller vers des solutions. Est-ce que penser en termes de collaboration plutôt que de production concurrentielle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose vers là qui pourrait être intéressant? J'ai dit tout à l'heure, on est passé de 130 000 fermes au Québec à moins de 30 000. C'est une diminution de 100 000 fermes en comme 50 ans. Okay? 70, mettons, si je veux être plus exact. Puis là, on demande à chacune de ces fermes-là d'être plus productive. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste avoir plus de fermes et être moins productif, toute la gang ensemble? Je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas se mettre dans cette optique-là? Puis, juste une petite parenthèse, des fois, je dis, hey, il faudrait augmenter le nombre de fermes dans une perspective de décroissance. Puis là, les gens sont comme, attends, tu veux accroître pour décroître? Qu'est-ce qui se passe? Non, le point, c'est d'accroître le nombre de fermes pour que toute la gang, on soit plus relax. qu'on décroît la taille de notre économie au final. Donc, c'est juste pour comme... c'est ça, opposer ces concepts-là de croissance et de décroissance. Là. Je voulais vous parler un peu d'un cas qui est celui du Venezuela. Hein? International et tout. Fait que je vais nommer des exemples qui se voient ailleurs. Venezuela, c'est
Ben, vous savez, je ne sais pas si vous savez, là, mais à une certaine époque, Hugo Chavez est arrivé. On dit que c'est le régime bolivarien là, qui s'est mis en place. Il y avait des entreprises pétrolières qui étaient là, qui exploitaient les ressources naturelles. Hugo Chavez est arrivé, il a nationalisé tout ça. Le pétrole a soudainement appartenu au peuple et tout et tout. Puis là, on raconte ça, puis c'est comme, ouais, mais en même temps, le Venezuela a connu une super crise sociale puis une super crise économique. Je veux dire, tu peux bien dire « let's go, régime bolivarien », mais la réalité est que la population a souffert. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on a remarqué, par exemple, pendant que ça se passait, pendant qu'il y a eu les crises économiques, c'est que derrière, dans les campagnes, il y a eu un grand mouvement de solidarité. À l'époque, quand Chavez est arrivé, il a voulu redistribuer les terres aux paysans et aux paysannes. Puis il l'a fait de façon quand même legit, c'est-à-dire qu'il est allé voir les grands propriétaires fonciers, puis il leur a dit « Vous avez quelques options. Soit vous vous en allez, okay? Ou soit vous divisez vos terres, vous pouvez vous en garder une partie, puis les terres, mais en fait, vous pouvez les redistribuer aux paysans et paysannes, soit sous forme de commun ou sous forme de baux, justement. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez plus posséder d'aussi grandes terres. T'sais. Fait que tranquillement, il y a eu, en fait, certaines terres qui se sont communalisées. Puis ça a laissé un terreau super fertile à un mouvement qui est en train de se passer actuellement. Dans les crises économiques, ce qui arrive, en fait, dans les pays du Sud, généralement, là, ils ont beaucoup moins de... Bien là, je vais y aller de grande généralité, là, mais il y a beaucoup moins de filets sociaux. Là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays, par exemple, du Sud, où il n'existe pas nécessairement d'assurance chômage, il n'existe pas nécessairement de bien-être social, nanana. Donc, il n'y a pas ces filets-là qui permettent, lorsqu'une personne perd son emploi, d'être récupérée par les filets sociaux puis d'être réintégrée à travers l'économie. T'sais. Donc, ce qui est arrivé là-bas, c'est que ces gens-là, qui se sont ramassés soudainement avec rien, donc plus d'argent, avaient quand même accès à des terres communales. Puis, il y a eu un grand mouvement de réappropriation des espaces. Il y a eu un grand mouvement de gens qui se sont dit, bien, j'ai plus d'argent pour manger, je vais aller voir l'agriculteur du coin, je vais lui demander s'il n'y a pas moyen de s'arranger avec. Là, il a commencé à avoir des grands mouvements de réoccupation des espaces, d'agriculture paysanne, de choses comme ça. Il existe plusieurs dizaines de communes au Venezuela où justement, les gens ont décidé de se mettre ensemble, de se réunir dans des instances démocratiques dédiées à la question de comment on se nourrit, comment on assure notre survie collectivement. Puis, tranquillement, il y a eu quelque chose qui ressemble quand même de près à ce que moi, j'entends un peu lorsque je parle de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire des gens qui se réunissent ensemble et qui se disent comment on se réapproprie, nous, nos façons de produire ce qu'on a de besoin. Puis là, dans le cas du Venezuela, il n'était pas exclusivement question de l'alimentation. Il y avait aussi, puisque les gens n'avaient plus d'argent, c'était comme comment on va se vêtir. Fait qu'il y avait aussi ces questions-là qui étaient amenées. OK, peut-être qu'on pourrait avoir des productions de lin, de coton, je ne sais pas trop. Là, on pourrait commencer à penser à comment faire nos vêtements. Donc, tranquillement, toutes les sphères de ce qu'on a de besoin allaient être... les gens allaient tendre vers la production de ces affaires-là. Ouais. Puis là, c'est pas mal la fin. Il faudrait que tu nous expliques peut-être ton schéma. Fait que le schéma, c'est ça, dans le fond. Ça explique exactement ce que je viens de dire. En gros, tu sais, c'est... tout à l'heure, dans le système de production industrielle, ce que je disais, c'est qu'il y a un détachement complet là, entre les gens qui mangent puis les gens qui produisent. Puis là, c'est que moi, j'aime ça m'imaginer, tu sais, mettons... à quoi ça pourrait ressembler? T'sais? On pourrait s'imaginer, dans le fond, différentes fermes, OK, qui, au lieu de s'imaginer tout le secteur des intrants comme étant des entreprises qui pourvoient ces intrants-là, mais plus des espèces de collaboration entre les fermes. Donc, tu sais, mettons, une ferme... Mettons, moi, on a des animaux, on a des légumes, OK? Pour nos légumes, on a besoin de fumier, mais on n'a pas assez d'animaux pour nourrir le sol. Est-ce que mon voisin qui a des vaches et qui produit du lait, lui, au lieu de jeter son fumier, ne pourrait pas comme m'en livrer une partie pour que je puisse le mettre dans mes terres? Donc, tu sais, il y aurait ces espèces de réflexions-là écologiques.
Puis après, dans le fond, au lieu de passer par les corporations multinationales pour s'alimenter, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des coopératives d'alimentation, des coopératives de transformation? Est-ce que, il y a déjà un marché public, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les multiplier à l'échelle de nos territoires? C'est-à-dire, il y a plein de villages où il y a des déserts alimentaires. Comment est-ce qu'on peut faire pour les nourrir eux? En tout cas. Qui dit souveraineté alimentaire dit avoir plus de fermes, de paysans, donc plus de main-d'œuvre. Donc ça veut dire plus de personnes qui vont quitter un certain emploi, un certain mode de vie et aller vers la paysannerie. Comment tu vois ça? J'ai le goût de répondre par une question rhétorique à tout le monde. Comment vous imaginez la fin du monde? C'est drôle à dire, hein? J'ai le goût de proposer quelque chose. C'est comme moi, quand je m'imagine la fin du monde, je pense pas à une comète qui explose sur la Terre et on est tous morts d'un coup. T'sais. Je pense pas à genre, je me réveille un matin, mais je suis mort. T'sais. Je veux dire, la fin du monde va arriver comme progressivement. Okay? Puis comment est-ce que je vois qu'elle va arriver? C'est tranquillement, les épiceries vont se vider. C'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement vont se rompre. Un moment, on va vouloir aller s'alimenter, puis il n'y aura plus de bananes. Non, mais c'est une blague pour talent. Mais je veux dire, il y aura de moins en moins de choses dans les commerces. La valeur de la monnaie va complètement tomber. Je veux dire, on aura beau avoir $1 milliard dans notre compte, on va vouloir aller acheter quelque chose, ça ne vaudra plus rien. Les hôpitaux vont se vider. En tout cas, le corps médical va se vider parce qu'ils vont avoir faim, parce qu'il n'y aura plus rien dans les épiceries, puis ça ne servira plus à rien de comme travailler à l'hôpital. Je veux dire, tous les services, tranquillement, vont tomber. Moi, c'est de même que je l'imagine un petit peu la fin du monde. Okay? C'est comme, tout va mal. En gros, c'est une méga crise économique. Okay? Ça va se passer de même parce qu'on est dans un système où on est extrêmement dépendant et dépendante de l'approvisionnement exogène, d'une production qu'on ne contrôle pas. La fin du monde, pour moi, c'est cette production-là qu'on ne contrôle pas, qui tombe puis qui nous laisse, nous, gens dépossédés, à nous-mêmes, sans nos moyens de subsistance. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Okay? C'est que je pense pas que c'est du jour au lendemain non plus qu'on va commencer à quitter nos jobs et aller cultiver des affaires. T'sais. Mais moi, ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut quand même assez bientôt se mobiliser pour peut-être, je sais pas, réfléchir notre rapport au territoire, réfléchir comment on peut avoir accès aux terres. Parce qu'au fond, ce que tu dis, c'est que, si je comprends bien, c'est de dire, veux pas, on a besoin de manger pour vivre. Donc, s'il arrive une crise puis qu'il y a une rupture des chaînes d'approvisionnement, là, si on est dans une situation de dépendance envers des grandes corporations, des systèmes économiques qui fait qu'on doit qu'on n'a aucun contrôle sur ce qu'on produit, on est un petit peu dans le chenoute. Donc, c'est un peu ça l'idée de souveraineté alimentaire, c'est de dire reprenons le contrôle pour éviter de se retrouver dans cette situation de crise-là. Puis là, peut-être pour répondre à ta question, si j'essaie de faire le lien un peu, ça serait de dire peut-être, si on commence tout de suite à réfléchir à comment reprendre le contrôle, on peut peut-être arriver à cette espèce de transition-là qui va peut-être être nécessaire, mais moins raide que le scénario de fin du monde. C'est ça. Oui, non, mais c'est ça, oui, c'est ça que je pense. Ouais. Je vais poser ma question, donc, puis n'hésitez pas après à prendre le micro. D'abord, merci Gabriel. Là, je trouve que tu es un excellent vulgarisateur. Là, je trouve que ça fait vraiment un super tour de la question. Je serais curieuse de savoir, moi je le trouve vraiment intéressant le schéma, puis c'est ça comme tu dis, il y a comme une réappropriation à faire de, c'est ça, notre besoin collectif de nous nourrir. Puis je serais curieuse de savoir, comme, toi qui, dans notre écosystème, disons, rimouskois ou de la MRC de Rimouski-Neigette, là, qui est à la fois comme paysan / producteur et mangeur dans ce système-là, où est-ce que tu le vois, le prochain pas? Parce que là, il y a comme toutes sortes... Où est-ce que tu vois est-ce qu'il y a des lacunes particulières, des choses... Oui, on a un marché public, il y a des choses déjà qui existent, il y a sûrement des choses qui... comme citoyen, notre rôle là-dedans, si on n'est pas prêt, justement, comme à lâcher notre job demain matin puis à s'improviser agriculteur, agricultrice, paysan, paysanne, peut-être dans le domaine, c'est ça, des
des initiatives collectives accessibles à des citoyens qui ont le goût de faire bouger les choses en matière de souveraineté alimentaire localement. Vers quelle piste de réflexion, mettons, t'aimerais nous amener concrètement? Oui, mais ça, c'est une question complexe, là, ouais, effectivement. Question piège. Mais oui, mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, ben, je sais pas. Ce que j'ai décrit, là, le système, tu sais, j'ai parlé du capitalisme agricole, puis tout ça. On pourrait facilement l'étendre à toute la sphère du capitalisme. C'est-à-dire que, oui, le secteur de l'alimentation, ça ressemble à ça, là, mais c'est de même un peu dans tous les secteurs, au final. Donc, moi, quand je parle des souverainetés alimentaires, j'en parle parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je maîtrise. Mais ce que je sais, c'est que... comment dire, c'est que, mettons, si on veut se battre contre l'agriculture industrielle, ou en fait, l'agriculture industrielle existe parce que le capitalisme existe. Puis, des fois, je me dis que vouloir, en tant qu'individu, contribuer aux souverainetés alimentaires, c'est peut-être pas prendre le problème assez largement. C'est-à-dire que la question, pour moi, c'est peut-être pas comment, moi, en tant qu'individu, je peux contribuer à l'institution des souverainetés alimentaires, mais comment, moi, en tant qu'individu, je peux contribuer à créer un monde plus solidaire at large. C'est-à-dire que, mettons, des initiatives comme l'outillerie, OK, pour moi, va dans exactement le même sens que les souverainetés alimentaires. L'idée, c'est de se réapproprier collectivement nos moyens de production, nos moyens de subsistance, etc. Donc, peut-être que pour quelqu'un, c'est difficile, effectivement, de se starter un jardin du jour au lendemain, mais peut-être que pour cette personne-là, c'est possible de poser une action qui va dans le sens des valeurs du partage, des valeurs de la collectivité, puis tout ça. Puis n'importe quelle action qui vise à se réapproprier nos moyens de subsistance, pour moi, s'inscrit dans une optique de souveraineté alimentaire dans la mesure où elle réinstituera une foi démocratique au sein de nos populations, tu sais. Fait que, des fois, c'est pas de se demander qu'est-ce que je peux faire pour l'agriculture, mais comme qu'est-ce que je peux faire pour qu'on soit subsistant collectivement. Puis là, soudainement, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à nous, ou en tout cas plus de portes que juste on va consommer bio, mettons. Donc, c'est ça, je me dis, tu sais, est-ce que de poser une question spécifique à comment on peut agir sur un secteur, c'est peut-être limitant, dans le fond, dans les possibilités réelles qu'on a. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aurais à répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être subsistant? Puis c'est pas juste au niveau de l'alimentation qu'on peut agir. Merci Gab pour ta présentation. J'ai trouvé ça super intéressant. On avait déjà fait une à Lucar qui apportait encore plus de profondeur et de perspective. Donc j'espère que dans d'autres circonstances, on pourra t'entendre vraiment déployer toute la longueur de ta pensée. Mais merci parce que c'est une super synthèse déjà sur cette question. Dans le fond, je voulais peut-être un peu faire du pouce à ce qui vient d'être dit en termes de souveraineté alimentaire. Ok, moi je pars de ce constat élémentaire qui est que la plupart des États dans le monde, les cités-États, puis les États se sont développés en général en prélevant des ressources sur des champs. Ces champs, c'est une vision qui est née dans un espace deux-dimensionnel où on cultive principalement des céréales, on prélève principalement des céréales. Il y a pas mal d'essais anthropologiques, d'auteurs en général anarchistes qui vont dans ce sens-là. On peut aller voir James C. Scott, par exemple, qui, dans Homo Demoticus, dans pas mal d'essais, en fait, en vient à ces constats-là. Moi, mon idée, c'est pas de m'inscrire dans cette veine-là, c'est de partir du constat que toute grande révolution part d'une réforme agraire. Et que peut-être que s'il y a un mot d'ordre à lancer citoyennement, c'est il faut morceler les territoires agricoles pour rendre les terres beaucoup plus accessibles, pour qu'effectivement il y ait beaucoup plus de paysans, paysannes qui aient le goût de se lancer, parce qu'aujourd'hui, moi j'en ai été témoin proche aujourd'hui, l'accès à la terre il est difficile, il est cher, il est bien trop cher. Ça c'est une première chose, donc j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Et la deuxième, c'est plus sur l'articulation de la production et de la consommation. Tu nous dis que justement ça prend une assemblée pour être ensemble, pour réfléchir ces enjeux-là. Moi, il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est le fait qu'il existait, il y a des socio-anthropologues qui rapportent par exemple le fait que dans le XVIIe siècle en Europe, dans certaines contrées spécifiques, tu puisses avoir des territoires nourris de plantes vivaces, d'arbres en fait, qui deviennent les fondements des modes de vie. Par exemple, le châtaignier qui nourrit en châtaigne tout un village, les farines se faisaient à base de châtaignes au XVIIe siècle dans certaines contrées françaises. C'est juste un exemple parmi d'autres pour dire que des plantes vivaces qu'on pourrait commencer à cultiver, à semer dès aujourd'hui en très grand nombre, pourraient être la base peut-être d'un nouveau mode alimentaire et peut-être du coup un nouveau mode de vie, puisqu'on en vient à ne plus être
déposséder ou ne plus dépendre des grosses chaînes, des macro-systèmes techniques que tu nommes, voilà, aujourd'hui électronisés et autres. Voilà, je voulais juste te lancer sur ces deux pistes-là, voir un peu ce que tu en pensais. Oui, oui. Oui, j'ai noté morcellement puis vivace. Mais non, mais j'ai écouté ce que tu as dit. C'est juste pour moi que je le dis. Là. Mais par rapport au morcellement, il y avait eu un projet de loi là, qui avait été amené par le Parti libéral, il me semble, dernièrement, qui visait à modifier les lois de la CPTAQ, qui est la commission... de protection du territoire agricole. Merci. Ouais. La fatigue m'habite soudainement, mais qui visait à faciliter le morcellement. Puis, à l'époque, je militais avec l'Union paysanne, puis on avait été une des rares organisations qui s'était quand même dite en faveur d'une forme de morcellement, parce qu'on avait vraiment l'impression que ça allait favoriser l'accès à la terre. Après, par exemple, j'avais écouté les opinions des autres, puis il y avait quand même une crainte que ça provoque une forme d'étalement urbain ou que ça l'accélère l'étalement urbain parce qu'il y avait les terres agricoles là, autour de Montréal ou autour des grandes villes. Puis, il y avait la peur que, c'est ça, dans le fond, en morcellant les terres, on puisse juste comme aller poser des habitations comme tranquillement puis envers le paysage agricole. Donc, ce que je me dis, c'est que le morcellement des terres, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument important parce qu'actuellement, les terres sont tellement grandes puis sont pensées pour de l'agriculture, de la grande culture, justement, pour produire des céréales puis tout ça, et pas nécessairement des jardins vivriers pour la communauté puis tout ça. Mais je pense qu'il faut aussi que ça soit accompagné de règlements très stricts sur l'usage permis sur ces terres-là. T'sais. C'est-à-dire que morceler, oui, mais pour favoriser l'émergence de fermes à petite échelle. Puis c'est ça qui manquait, par exemple, dans les lois là, qui étaient édictées. Là. Mais je pense que c'est ça. Réfléchir au morcellement, mais de façon intelligente, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pertinent. Ensuite, par rapport aux vivaces, oui, absolument. Je pense que c'est comme les plantes un peu de l'avenir. Là. On y réfléchit à la dérive quand même pas mal. Puis, tu sais, nous, les réflexions par rapport à la culture des vivaces ne partent pas tout à fait du même chemin par lequel tu es passé. C'est juste que cet été, au mois de mai, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, quand on produit l'agriculture, nous, les mois, on s'en rappelle, mai, c'est un mois très, 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 très sec. Puis, on s'approvisionne d'une petite rivière, c'est-à-dire qu'il y a une rivière en arrière du terrain, on pompe de l'eau, puis on irrigue les champs, puis on voyait la rivière diminuer, puis un moment donné, c'était comme, il va-tu manquer d'eau dans la rivière? T'sais, on va-tu être capable d'arroser nos plantes potagères? Puis, à ce moment-là, il y a comme toute une réflexion qui nous a habité, mais genre, des poivrons dans le champ, des aubergines, c'est ce genre de plantes-là là, qui produisent pas tant que ça, mais qui sont extrêmement dépendantes de l'eau, extrêmement dépendantes de la rivière. Bref, il y a eu beaucoup de réflexions sur c'est quoi qu'on est en train de faire pousser là. On produit des cash crops d'une certaine façon parce que c'est ce qu'on est habitué de manger, parce que c'est maintenant ce qu'on voit à l'épicerie, puis nous, comme spontanément, on veut produire ce qu'on voit à l'épicerie. Puis là, c'est ça, on a commencé à se dire hey, pour vrai, il faut commencer à effectuer une transition vers des jardins de vivaces parce que les plantes vivaces, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont beaucoup mieux adaptés à des conditions climatiques extrêmes. Là. Contrairement, mettons, à un chou, là, si tu ne l'arroses pas pendant qu'il commence à pousser, ben, il va mourir puis tu vas le perdre. Là. Mais des vivaces, je veux dire, ça peut affronter 2 saisons de sécheresse puis sortir 3 ans plus tard. Il n'y a pas de problème. Fait que, pour nous, la question des vivaces était extrêmement importante dans une perspective de changement climatique, d'environnement qui est comme changeant puis tout ça. Fait que, vivace, peu importe la raison. Là, toi, tu avais ta raison, mettons, qui était super pertinente. Puis moi, de ma perspective, c'est comme, oui, il faut tendre vers ce genre de culture-là, là, définitivement, parce que, c'est ça, c'est pas nos belles tomates qui demandent à peu près 1 litre d'eau par jour par tomate qui vont nous sauver la vie. Là. Moi, j'ai une question par rapport au schéma. J'aime beaucoup l'idée que tu ramènes de dire qu'il faut reconnecter la production et la consommation. J'ai l'impression que le côté de la consommation, c'est souvent un des points qui est le moins pensé ou sur lequel il y a le moins de choses qui sont faites. Parce qu'on voit quand même de plus en plus de fermes comme La Dérive qui se développent. On voit effectivement qu'on a des marchés fermiers de la vente à la ferme qui se fait. Du côté des consommateurs, des mangeurs, il n'y a pas tant de choses, à ma connaissance, qui s'organisent. Puis, dans ton schéma, on a l'impression que la capacité d'agir des mangeurs, c'est en gros de choisir qu'est-ce qu'on consomme. C'est déjà une capacité d'action, de dire en choisissant de consommer au marché plutôt que dans une grosse épicerie, je fais un choix. Mais j'ai l'impression qu'il manquerait une flèche pour aller discuter directement avec les producteurs.
le modèle d'association des maintiens de l'agriculture paysanne qui existe en France ou en Europe, par exemple, où les consommateurs et les paysans forment une seule entité qui décide collectivement. T'en as parlé un peu au début. Ça, c'est des choses, je trouve, qui manquent, ou en tout cas que moi, je ne connais pas, qui devraient être mis plus de l'avant. J'en profite pour faire une petite pub pour la corde d'achat, en termes de capacité de s'investir dans justement comment est-ce qu'on agit en tant que consommateur. Un groupement d'achat à Rimouski comme la corde d'achat, ça fait partie des solutions qu'on a déjà, mais qui, à mon avis, devrait plus se connecter avec l'amont de la chaîne. On parle de souveraineté, ça veut dire avoir un pouvoir d'action qui va au-delà que simplement décider ce que je peux acheter alors que je n'ai pas décidé qu'est-ce qui est produit en amont. Voilà. Est-ce que tu connais d'autres initiatives comme ça ou comment est-ce que tu vois cette question-là? Mais sincèrement, en fait, la façon dont moi je me l'imaginais, c'est de la façon dont tu l'as décrit. Puis merci de le dire parce que effectivement le tableau, tu sais, en gros ici, au lieu d'écrire consommateur, consommatrice, il est volontairement écrit mangeur, mangeuse. Parce que je trouve que c'est un rapport différent. T'sais. Puis pour moi, le mangeur puis la mangeuse, ça peut aussi être la personne qui produit dans le champ agricole. C'est juste que c'est un peu mal expliqué. Puis comme en bas, il y a comme une ligne, il y a comme l'espèce de rapport transversal d'un bout à l'autre qui serait l'économie planifiée en assemblée citoyenne, mais qui implique aussi qu'il y aurait justement une discussion, bref, des instances démocratiques qui permettent cette discussion-là entre les gens qui produisent et les gens qui mangent. Puis après, tu nommes la corde d'achat. Oui, moi, je trouve que c'est une super belle initiative. Puis effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mobiliser, par exemple, ce que vous faites pour, je ne sais pas, asseoir les gens qui participent, puis que ces gens-là, qui sont déjà des personnes qui mangent, puissent se dire, bon, qu'est-ce qu'on a le goût de manger? Il me semble qu'on aurait besoin de plus de telle affaire, puis que ça puisse comme orienter un discours avec les gens qui produisent. Moi, on aimerait vraiment ça à la dérive, pouvoir participer à ces tables-là où est-ce qu'on fait de la planification économique, planification de culture, tout le monde ensemble. T'sais. Je veux dire, cette année, vous auriez dû voir la quantité de choux-raves qu'on avait dans le champ. Là. Peut-être qu'on est allé un petit peu abusivement à Nicolas Darry, là, mais c'est parce qu'elle les a vus, les choux-raves. Je veux dire, si on avait pu avoir le input des gens là, sur qu'est-ce qu'ils avaient le goût de manger, peut-être qu'on aurait fait genre, ouais, peut-être un petit peu moins de choux-raves, puis peut-être comme on va réussir nos betteraves cette année. Là. Genre, je sais pas. Effectivement, on veut avoir ces dialogues-là pour orienter notre planification, là, évidemment. Je suis toujours un peu sceptique, puis c'est un commentaire que je fais pour vous, mais pour tout le monde, là, j'aimerais entendre les commentaires, si jamais ça vous inspire, ce que je pose comme question. Je suis toujours un peu sceptique quand on dit qu'il faut se réunir ensemble et décider démocratiquement. T'sais. Parce que la vérité, c'est que si demain j'organise une rencontre démocratique, comme par exemple Rimouski en transition, qui a fait une table sur la souveraineté alimentaire, ben, il y a 2 personnes qui viennent, puis on ne peut pas décider démocratiquement si les gens ne s'impliquent pas. T'sais. Puis ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt, que le capitalisme, en fait, est comme cette espèce de chose-là qu'il faut comme dissoudre pour que tout le reste puisse se mettre en branle. Puis je trouve que la première étape pour ça, c'est d'abord de se libérer du temps. Puis pour se libérer du temps, ben, il faut renoncer, en fait, à des choses dans nos vies. Souvent, c'est des choses... En tout cas, pour avoir fait l'expérience dans ma vie, c'est souvent des choses qui sont pas du tout utiles. Puis on en a beaucoup des choses comme ça, j'ai l'impression, moi, dans nos vies. Puis j'ai envie de dire ça un peu à tout le monde parce que j'ai l'impression que c'est la première étape là, de tout ça. C'est comment qu'on fait pour se libérer du temps de travail. Ben, ça commence par un genre de renoncement à quelque part là, de ce qu'on considère qui est comme ce à quoi on a droit. Mais quand tu n'as plus de bouffe, ce à quoi on a droit, c'est quoi, t'sais? Donc, je lance ça un peu dans les airs de même. Moi, dans ma tête, la suite des étapes, c'est renoncer, se libérer du temps, s'impliquer dans une planification démocratique de tout, puis surtout le faire pas dans le but de faire du profit. Puis à ce moment-là, on a un terreau fertile pour partir des affaires de même. T'sais. Mais d'ici là, on peut faire des assemblées démocratiques à tous les jours, il n'y aurait jamais personne qui va venir. T'sais. Parce que j'ai essayé, puis c'est souvent ça le constat. T'sais. Je vous lance la balle. Il y en a qui veulent rebondir là-dessus? On l'a senti dans ton applaudissement.
Ben, je vais faire du push là-dessus, mais oui, en effet, se libérer du temps. On a fait le choix, moi et mon conjoint, que j'arrêterais de travailler au moment où est-ce qu'on a acheté notre terre pour faire un projet d'autonomie alimentaire. Mais justement, en me dégageant du marché du travail et en travaillant 7 jours semaine, beaucoup trop souvent sur mon terrain. Oui, c'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Mais au final, en effet, on est bien plus riche, même si on a juste un salaire, parce que on mange des produits de notre terre, on fait beaucoup moins d'épicerie. Je peux m'impliquer dans mon quotidien au niveau de mon village. Donc oui, travailler moins, pour vrai, là, c'est vraiment le fun. Ça l'aide. Ça l'aide à maintenir une communauté vivante. Ça l'aide à soutenir nos voisins, à s'entraider. Ça nous donne envie de faire du troc. Parce que comme on n'a pas d'argent, ben on fait du troc. Puis voilà, c'est ça. Donc, ça vaut la peine de travailler moins. Donc, les profs, pendant votre négociation, si vous avez un peu de temps, là, jasez entre vous autres. Là. Puis... comment soutenir la population étudiante en travaillant moins? Vous pourriez faire moins de cours. En tout cas, c'est un long débat, mais juste parce qu'on m'interpelle par rapport à ça, en tout cas, je vais parler pour moi, mais pour la plupart de mes collègues aussi. J'ai mis mon t-shirt prof en égo, mais c'est pas pour une question de salaire. C'est pas tout ça, là. La question, c'est le temps de travail, l'alourdissement du temps de travail. Je veux dire, il y a des départements au complet où les gens réduisent volontairement leur temps de travail parce que, à un moment donné, une qualité de vie aussi qui vient avec, du temps pour faire autre chose aussi. Parce que, évidemment, c'est ça. Donc, puis je veux dire, je pense que il y a beaucoup d'employés de la fonction publique qui sont en conflit avec le gouvernement présentement, mais si vous allez voir, il y en a beaucoup qui disent... il y en a qui ont des conditions salariales difficiles aussi, à temps partiel, précarité et tout, mais il y en a beaucoup qui disent, c'est ça, c'est juste manque de temps. Manque de temps, donc, ouais. Mais en fait, de l'argent, on peut toujours en faire plus, mais il y a juste 24 heures dans une journée. Anyway. C'est sûr. Voilà.